Vous vous souvenez du... Il ne faut pas perdre le fil. Hein, la crise est terminée, les radicaux n'opposent pas de concurrents et le gouvernement est installé pour 18 mois jusqu'à l'achèvement de la période constitutionnelle. Il n'y a pas d'hérésie plus indéracinable que l'hérésie libérale dans des cerveaux honnêtes. Si vous leur démontrez que le gouvernement chargé de diriger les esprits vers le bien ne peut sans forfaiture tenir la balance égale entre le bien et le mal, il vous traite d'absolutiste ou de facho. Si le catholicisme établit que, vu l'infirmité de la nature déchue, la vérité non protégée sera toujours opprimée par l'erreur et les honnêtes gens foulés aux pieds par la canaille, ils affirment niaisement que la vérité triomphe naturellement de l'erreur, comme le soleil des ténèbres, et que Dieu saura parfaitement se défendre lui-même. Et qu'un document pontifical anathématise solennellement leurs erreurs, ce qu'on n'a pas vu depuis très très longtemps, et déclare expédient aujourd'hui comme autrefois de proclamer la religion catholique religion de l'État, à l'exclusion des faux cultes. Il traite le pape de rétrograde et le syllabus d'anachronisme. Il n'accepte d'ailleurs pas davantage les leçons d'expérience. Don Javier Espinosa, profondément conservateur, catholique, aurait pu faire le meilleur des présidents, comme l'espérait García Moreno après Carrión, s'il ne s'était pas laissé lui aussi circonvenir par les libéraux. On lui persuada, par exemple, que nommé par tous les partis plus ou moins opposés au radicalisme, il devait les appeler tous au gouvernement, ainsi qu'exige le système parlementaire. Et c'est ce qu'il fit, hélas. Avec ce pareil entourage, le gouvernement devenait difficile, car la Constitution entravait à chaque instant l'activité du président, l'action du président. Finalement, de caractère timoré et scrupuleux, faible de caractère, il avait toutes les qualités requises pour servir de jouet au retors de la Révolution. García Moreno le savait, mais il espérait que, intelligent, consciencieux, il se laisserait guider par des hommes expérimentés, par les conseils d'hommes expérimentés. Et le travail de destruction recommença de plus belle, les radicaux minaient le terrain. Et sous prétexte de liberté de la presse, on remit en question les principes sociaux et religieux, et García Moreno, incapable, et on le comprend, de supporter plus longtemps ce spectacle, se retira à la campagne pour se refaire une santé suite aux épreuves de ces dernières années, et notamment le décès de sa vertueuse épouse, Rosa Ascasubi. Et il se remaria avec Mariana de Alcázar. Mais le 13 août 1868, tremblement de terre avec éruption volcanique qui dévaste Ibarra, qui va perdre la moitié de ses habitants, de ses 10 000 habitants. Le gouvernement fait appel à qui? Eh bien, à García Moreno, pour sortir la province du chaos qui était livrée au pillage, au vol, à la mort, et il est nommé chef militaire et civil de cette province. Espinosa fut alors accusé, bien sûr, de trahir, par le parti révolutionnaire, il fut accusé de trahir la République en nommant García Moreno, en donnant à García Moreno ce poste d'honneur, mais García Moreno se met au travail, généreusement, avec quelques bataillons pour rétablir l'ordre, diriger les travaux de sauvetage, de reconstruction, de ravitaillement. Son appel à la charité publique va avoir un très grand retentissement dans la capitale et dans les campagnes, et en peu de temps, l'ordre est rétabli dans toute la province. Et malgré la haine satanique qui rongeait le cœur des libéraux, prêts à tous les moyens pour déshonorer l'homme le plus loyal et le plus honnête, les Ibarréniens, habitants d'Ibarra, s'affirmèrent redevables à García Moreno de leur résurrection sociale et politique. Deuxième partie, puisque là devait se terminer ma première partie, le président et ses ministres félicitèrent chaudement García Moreno pour ce dévouement. Mais García Moreno profita de ces dispositions
pour leur représenter une fois encore que le flot du radicalisme les emporterait bientôt s'ils ne prenaient les mesures d'ordre réclamées par la situation. Mais Espinosa s'endormait de plus en plus dans ses illusions optimistes. Impatient et découragé, García Moreno se retire de nouveau dans sa solitude du Guachala, dans sa campagne. Mais les pouvoirs d'Espinosa expirant en août 1869, les conservateurs s'occupèrent activement de lui trouver un successeur. García Moreno avait jeté les yeux sur le général d'Arquea, commandant le district de Guayaquil. García Moreno, lui, refusait toute candidature, mais les conservateurs ne l'entendirent pas ainsi et publièrent le 28 novembre 1868 un manifeste lançant la candidature de García Moreno. Voilà le manifeste. En ouvrant les voies de communication, en appelant des instituts religieux pour régénérer les mœurs sous la douce influence du catholicisme, en multipliant les collèges et les écoles, García Moreno a posé les fondements de notre prospérité. La voix des calomniateurs s'éteindra comme se dissipe avec le temps l'odeur d'un cadavre en putréfaction. Ce manifeste va être accueilli dans tout l'Équateur avec une explosion de joie. Une joie telle que, pour faire barrage, libéraux et radicaux vont s'unir dans le GPL, le Grand Parti libéral, présentant Francisco Aguirre, zélé partisan d'Urbina. Il fallait être aveugle, comme un catholique libéral, pour ne pas se voir se dresser derrière Aguirre le spectre du sinistre révolutionnaire. Mais le silence de García Moreno inquiétait les conservateurs. Et il sortit de son silence le 18 décembre, par un manifeste. Il y réaffirme que, vu l'insuffisance des lois pour les répressions des hommes de désordre, il ne se chargerait plus du pouvoir, sauf si les partisans d'Urbina tentaient une restauration de son exécrable tyrannie. Et dans ce manifeste, il déclare cependant « Je dois faire connaître à la nation les principes qui dirigeront ma conduite, si elle m'appelle à l'honneur de la gouverner. Respect et protection à l'Église catholique. Adhésion incalculable au Saint-Siège, inébranlable au Saint-Siège. Éducation basée sur la foi et la morale. Diffusion de l'enseignement à tous les degrés. Achèvement des routes commencées. Percement de nouvelles voies selon les besoins et ressources du pays. Garantie pour les personnes, les propriétés, le commerce, l'agriculture et l'industrie. Liberté pour tous et pour tout, sauf excepté pour le crime et les criminels. Retenez ça. Liberté pour tout et pour tous, sauf pour le mal et pour les criminels. Répression juste, prompte et énergique de la démagogie et de l'anarchie. Maintien de nos bonnes relations avec tous nos alliés. Promotion aux emplois de tous les citoyens honorables selon leurs mérites et leurs aptitudes. Tel était son programme. Les radicaux résolurent alors de conquérir la présidence par une nouvelle conspiration. Un soir de 1869, vers 23h, plusieurs de ses amis, les plus dévoués, viennent frapper à sa porte et expliquer à García Moreno que l'insurrection radicale est sur le point d'exploser, sans comprendre l'inertie d'Espinosa et le supplie de reprendre le chemin de la capitale. Il était dans sa campagne, ce qu'il fit. De fait, la révolution éclatait, le général d'Arquea fut assassiné, Espinosa, devenu le jouet des libéraux, avait les yeux couverts d'un triple bandeau, et son ministre fidèle, Camillo Ponce, démissionna, ne voulant pas prendre la responsabilité des malheurs qui allaient fondre sur le pays. Tout un plan fut alors conçu dans un conseil secret entre García Moreno et les conservateurs pour enrayer cette révolution. Les révolutionnaires avaient prévu l'exécution de leur complot et de renverser Espinosa le 18 janvier. Le 16, les comploteurs et leurs hommes d'action se réunissent dans une maison pour concerter les dernières mesures à prendre. García Moreno les avait fait surveiller de très près par ses émissaires. Il pénétra leur secret, il fallait agir vite. Et à minuit,
Il se rendit lui-même pour gagner l'armée à sa cause, distribuer les rôles, prit le commandement des troupes, consigna Espinosa dans sa maison, envoya l'armée s'emparer des clubistes qui étaient toujours réunis dans leur maison, complotant. À l'annonce de cette nouvelle, les radicaux jugèrent prudent de s'évader au plus vite, et les habitants de Quito, transportés de joie, ont parcouru les rues en criant de toute leur force « Viva García Moreno !». Les pères de famille et les notables de la société, réunis au palais du gouvernement, vont rédiger aussitôt un acte dont la lecture fut donnée en public sous un tonnerre d'applaudissements, arrêtant d'un commun accord. Je cite « Don Gabriel García Moreno exercera le pouvoir en qualité de président intérimaire avec toutes les facultés pour réorganiser la République et conserver l'ordre et la paix. Une convention nationale sera convoquée à l'effet de réformer la Constitution et la législation. Le progrès de Constitution adopté par la Convention sera soumis à la ratification du peuple. » Des vivas 100 fois répétés accueillirent ces déclarations. García Moreno revenait à sa première idée, saisir l'autorité pour barrer le chemin à Urbina, puis se retirer. Tout le monde se félicitait de voir García Moreno d'avoir pu opérer cette contre-révolution sans verser une seule goutte de sang et sans brûler une seule cartouche. Et cela grâce à l'énergie d'un homme qui depuis 10 ans apparaissait dans toutes les crises comme l'invincible défenseur de la religion et de la société. À ce grand chrétien et ce grand homme d'État, vainqueur de la Révolution, incombait maintenant la tâche de faire passer cette contre-révolution dans les lois et les mœurs, c'est-à-dire de fonder véritablement une république chrétienne. Comment García Moreno a-t-il réalisé cette œuvre de vraie civilisation déclarée impossible au XIXe siècle, comme nous la déclarons bien souvent impossible au XXIe siècle? C'est l'objet de ce qui suit. L'État chrétien. La seule ambition de García Moreno était de rétablir le royaume de Dieu et sa justice. C'est sa seule ambition. Et pour réaliser ce but, il faut des moyens, donner au pays une constitution vraiment catholique. Il fallait d'abord opérer des destructions, saper les institutions anarchiques créées par la Révolution, et dès le 12 février 1869, il supprime l'université de Quito, qui était un foyer de doctrine libérale. Par décret, il ferme le collège de Cuenca, qui était un autre foyer d'immoralité. Il abolit la réforme voulue par les libéraux concernant le concordat, donc rétablissement du fort ecclésiastique et suppression du transfert des causes ecclésiastiques, civiles et criminelles aux tribunaux séculiers. Ça, c'est le travail de déblaiement. Premiers travaux de déblaiement. On détruit et maintenant on construit. Il publie ensuite le décret qui convoque les électeurs. La convention devait se composer de 30 députés, 3 pour chaque province. La mission de la convention était de voter une nouvelle constitution qui serait soumise à la ratification du peuple. La perspective d'une convention catholique, qui sous l'influence et la direction de García Moreno allait constituer un État chrétien, rendit furieux les radicaux qui tentèrent un coup de main avec le général Vintimilla, agent secret d'Urbina, qui, dans l'insurrection, fut abattu par un soldat. Il y eut 150 morts, l'état de siège fut déclaré à toutes les provinces et ôta ainsi aux perturbateurs la tentation de récidiver. Cette insurrection fut à l'origine de pétitions implorant García Moreno de revenir sur un serment qu'il avait fait. Il avait prêté serment public et solennel de ne pas prendre le pouvoir. Donc, des pétitions circulent pour implorer García Moreno de revenir sur son serment public et solennel de déposer le pouvoir après avoir organisé le gouvernement et réformé la législation. García Moreno y répondit assez sèchement
en affirmant que rien au monde ne le déterminerait à se déshonorer par la violation de sa parole. Le 16 mai, à l'ouverture des séances de la Convention, García Moreno se présenta devant les députés pour rendre compte de sa courte gestion. L'avenir dépendait en grande partie de la Constitution qu'ils allaient donner au peuple. Le projet avait été élaboré par García Moreno, ayant eu dans ce travail deux objectifs: harmoniser les constitutions politiques avec les croyances religieuses et investir l'autorité d'une force suffisante pour résister aux assauts de l'anarchie. Il explique sa pensée. Je cite: « La civilisation, fruit du catholicisme, dégénère et s'abâtardit à mesure qu'elle s'éloigne des principes catholiques. De là la débilité progressive et générale des caractères, véritable maladie endémique de notre siècle. Entre le peuple prosterné aux pieds des autels du vrai Dieu et les ennemis de notre sainte religion, il faut élever un mur de défense. » Oui, l'idée n'est pas nouvelle. Un mur de défense, et c'est là ce que je me suis proposé comme réforme essentielle dans ce projet de constitution. Rentré chez lui, il envoie immédiatement sa démission au président de l'Assemblée, sa démission officielle. Les députés, d'un avis contraire, vont alors l'élire de nouveau, mais en vain. L'Assemblée finit par accepter sa démission, affirmant qu'elle ne cédait que pour des raisons de déférence. Et c'est son beau-frère, Manuel Ascasubi, qui fut élu temporairement, lequel associa immédiatement García Moreno à son gouvernement en lui donnant le portefeuille des finances. De plus, la Convention va le proclamer général en chef de l'armée, ce qu'il accepte après 7 jours d'hésitation. Pour continuer, dira-t-il, pour continuer à défendre la religion et la patrie. La Convention mit alors à son ordre du jour la Constitution élaborée par García Moreno. Certaines dispositions du projet vont froisser le libéralisme de certains députés qui les combattirent. Mais la parole de García Moreno, en qualité de ministre, entraîna l'adhésion de la majorité. Le projet passa tout entier, presque sans modification. Le peuple, lui, attendait avec impatience la résolution de la question brûlante de la présidence définitive. Les députés, décidés plus que jamais à ne tenir aucun compte des scrupules de García Moreno, ne s'en cachaient pas. Un serment, disait-il, qui contriste tous les bons citoyens, qui comble les vœux des révolutionnaires, et qu'on ne peut tenir sans nuire gravement au bien public, ne saurait être obligatoire. Dans de pareilles conjonctures, refuser la suprême magistrature, c'est encourir la responsabilité de tous les maux résultant de ce refus. Ce n'est plus un acte de vertu, mais une faute. Le 29 juillet, la Convention se réunit dans l'église de la Compagnie de Jésus, où, après une messe solennelle, elle procède à l'élection du président de la République. García Moreno est élu à l'unanimité, moins une voix. Le lendemain, 30 juillet, entouré des autorités civiles et militaires, il se rend à la cathédrale pour la cérémonie solennelle du serment. Et García Moreno, en cette occasion, prononce un discours qui terminait ainsi: « Confiant dans le Dieu qui ne nous abandonne ni dans les revers, ni dans les infortunes, pour vaincre mes terreurs et tenir mes serments, heureux s'il m'arrivait d'avoir à les sceller de mon sang pour défendre la religion et la patrie. » La Constitution, 1869. García Moreno l'a considérée comme le grand ressort de la vie morale et matérielle de la nation. Il voulait rendre à l'Équateur une constitution normale et divine, c'est-à-dire la constitution catholique en l'adaptant à la forme républicaine. Cette vraie constitution a pour auteur Jésus-Christ et pour formule le code de l'Évangile. Au sommet du corps social, l'Église, dépositaire de la puissance et des trésors de Jésus-Christ, à savoir la justice, l'ordre et la paix. Au-dessous de cet organe principal,
l'État chargé de défendre l'Église afin d'assurer sa liberté d'action, et secondairement, pourvoir au bien-être matériel de la nation. L'État, pour cela, s'unit à l'Église, comme le corps s'unit à l'âme, et de leur fonctionnement régulier dépend le bon ordre des États, la prospérité des sociétés et la vraie liberté des individus. C'est un résumé succinct, comme tout résumé, mais profond. Les révolutionnaires, eux, éliminent l'Église de l'organisme social. Et ils déplacent ensuite l'organe de la souveraineté civile en faisant du peuple sujet un souverain absolu. Et naturellement, les sociétés n'ayant ni tête ni cœur, ni Dieu ni maître, elles deviennent la proie des révolutionnaires et qui s'en partagent les lambeaux. Et ainsi, la révolution satanique a toujours ainsi exploité les peuples au nom du libéralisme et au nom de l'indépendance. En 1869, l'Équateur avait déjà usé 7 constitutions, plus ou moins antichrétiennes et antisociales. Tous les États américains se faisaient gloire de dater de 1789 et de calquer leur constitution sur la DDH, la Déclaration des droits de l'homme. Certains catholiques même n'échappaient point à cette infatuation libérale, ne craignant point de vanter les constitutions politiques basées sur l'abominable doctrine de la souveraineté du peuple et même sur la subordination de l'Église à l'État qu'ils auraient voulu déguiser sous l'hypocrite formule bien connue de l'Église libre dans l'État libre, comme si 2 puissances indépendantes pouvaient coexister et fonctionner dans l'unité du mécanisme social. L'Église a foudroyé ce libéralisme d'État dans le syllabus. Certes, la prudence nous conseille parfois, pour éviter un plus grand mal, de tolérer l'erreur, mais à la condition de ne point ériger cette tolérance en droit. La constitution de Garcia Moreno sera donc absolument conforme aux principes du syllabus de Pie IX. Et c'est pourquoi, alors qu'au frontispice des constitutions issues de la Révolution, les législateurs inscrivaient le nom de la nouvelle divinité, le peuple souverain, Garcia Moreno fit graver ces mots majestueux: au nom de Dieu un et trine, auteur, conservateur et législateur de l'univers, la Convention nationale a décrété la présente Constitution. Premier article. La religion catholique apostolique, on retrouve la même chose, et romaine, et la religion de l'État à l'exclusion de tout autre. Donc, reconnaissance solennelle, effective, de la royauté du Christ et de son Église. Délégation est donnée au pouvoir public de protéger et de faire respecter l'Église. Et pour affirmer et assurer cette union vitale de l'Église et de l'État, Garcia Moreno introduit dans l'article de la Constitution relative aux droits des citoyens cette clause: on ne peut être électeur ou éligible ou fonctionnaire à un degré quelconque sans professer la religion catholique. On ne peut être électeur ou éligible ou fonctionnaire sans professer la religion catholique. Cet article fondamental, eh bien, il fut voté à l'unanimité, moins 2 voix. Le mur de séparation, il est là, dont avait parlé Garcia Moreno, atteignit toute sa hauteur par l'adoption d'une autre clause déclarant déchu de ses droits de citoyen tout individu appartenant à une société prohibée par l'Église. Ensuite, l'État catholique constitué, il s'agissait ensuite, deuxième point, de restaurer le pouvoir civil amoindri et annulé par les théoriciens de la Révolution. En effet, la Révolution a dépouillé le souverain de son mandat législatif pour le conférer à un Parlement indépendant de toute autorité civile, religieuse ou divine, c'est-à-dire un tyran à 7 ou 800 têtes, libre de fouler aux pieds les droits de Dieu, de l'Église, de la famille, de l'individu. Donc cet absolutisme parlementaire, c'est le chef-d'œuvre de la duperie révolutionnaire. Donc,
García Moreno va opposer des digues à ce pouvoir des chambres, réfrénant l'omnipotence du Congrès, non pas détruisant le Congrès, mais réfrénant l'omnipotence du Congrès en attribuant au gouvernement un droit de veto sérieux et efficace. Afin d'entourer le gouvernement de coopérateurs fidèles, on va l'investir du droit de nommer ou de révoquer tous les dignitaires de l'ordre civil et militaire. Le gouvernement également interviendra dans la nomination des magistrats. Entre autres clauses, disposition du code pénal sur les rébellions ou les séditions. Voilà ce qu'il dit. Il faut armer le gouvernement pour défendre les honnêtes gens. Ce serait un crime de lier les mains du pouvoir par respect pour les voleurs et les assassins de profession. Il ne craint pas de rompre avec le système américain et la nouvelle constitution décide alors que le président sera élu pour 6 ans au lieu de 4, rééligible pour une deuxième période, rééligible pour un 3e mandat, mais après un intervalle de 6 ans. Député élu pour 6 ans et sénateur pour 9 ans. La Constitution fut plébiscitée contre toute attente. 14 000 électeurs contre 500 vont l'acclamer et montrer qu'au milieu de l'apostasie générale des nations, il se trouve encore sur terre un peuple chrétien. La Révolution était battue, en fait et en droit. Les révolutionnaires, donc, nourrissaient cette idée fixe qu'une insurrection devenant impossible, la seule solution était la disparition du président. Plusieurs jeunes, à la tête desquels un certain Manuel Cornejo, se réunirent pour concerter le moyen d'assassiner García Moreno, s'emparer des casernes de Quito, pendant que leurs complices insurgeaient Guayaquil et Cuenca, pour proclamer qui? Urbina, chef du pays. Celui-là, il a la peau dure. La Providence déjoua encore leur plan, grâce à Sanchez, un des initiés, qui, lui aussi, encore une fois, pour la 2e fois, pris de remords, découvrit au président le projet et le nom des assassins. Tous furent saisis, traduits devant un conseil de guerre, condamnés à mort, fusillés, et pendant qu'on arrêtait à Quito les meneurs, leur programme s'exécutait à Cuenca, ville saccagée, gouverneur fusillé, etc. À la découverte de cette conspiration, García Moreno mit en état de siège toute la République. Battu 3 fois dans les 9 derniers mois, la Révolution comprit que le peuple s'unissait au gouvernement pour donner congé aux anarchistes qui s'enfuirent tous au Pérou ou en Colombie. Et le calme le plus complet s'établit alors dans le pays pour plusieurs années afin de permettre à García Moreno de s'adonner tout entier à son œuvre civilisatrice. Pour travailler efficacement, on l'a vu tout à l'heure, à la régénération d'un pays, l'homme d'État doit se recruter une triple armée de collaborateurs, des prêtres zélés, des soldats fidèles et des magistrats intègres. Le prêtre pour enseigner la vérité, la justice, la moralité, le soldat pour les garder et le magistrat pour les venger au besoin. Ainsi, la société se trouve en possession de ces biens fondamentaux qui produisent et sauvegardent les biens de second plan. Et la Révolution est d'instinct ces 3 agents de la civilisation. C'est pour ça que García Moreno résolut de profiter de son prestige et de son autorité pour élever l'homme public, prêtre, soldat et magistrat, à la hauteur de ses sublimes fonctions. D'abord, plusieurs conciles provinciaux, sous l'impulsion de García Moreno, firent refleurir la discipline ecclésiastique. Études, prédications, et il ne prêchait pas n'importe quoi, remise en vigueur des tribunaux ecclésiastiques, moralité du clergé, etc. Cette transformation du clergé fut favorisée par l'arrivée de religieux étrangers que García Moreno préposait à ses œuvres de moralisation et d'instruction aux grands dents des libéraux qui l'attaquèrent. Et l'archevêque de Quito leur répondit dans une très belle apologie pour la défense du président
Si vous qualifiez d'oppression la noble conduite du président, je bénis l'oppression de toute mon âme. Quant à l'armée, il en entreprit une réforme radicale. N'étant pas d'humeur conquérante, pas besoin de forces considérables. Quelques milliers de soldats suffisaient en temps de paix pour maintenir l'ordre et surveiller les frontières. En cas de guerre, il gardait une garde nationale prête à l'avoir sous la main, composée de tous les hommes aptes à porter les armes de 18 à 45 ans. Ainsi économisa-t-il le budget de la guerre au profit de l'agriculture et de l'industrie. Comme García Moreno voulait une armée forte, disciplinée, morale, instruite, pleine d'abnégation, de patriotisme, il fallait la pourvoir d'officiers capables et dévoués. Donc en attendant la création d'une école militaire, il va fonder l'école des cadets, une sorte de Saint-Cyr, dirigée par d'excellents chefs. Il va stimuler le zèle des officiers en détruisant un fléau qui était la prodigalité des grades. Au lieu de les conférer à l'ancienneté, à la faveur, les distinctions récompensèrent les services rendus et le vrai mérite. Quant à la moralité des casernes, García Moreno ne se voyait pas le droit d'enlever au père et à la mère l'enfant élevé dans la vertu et la piété pour en faire une espèce de monstre sans Dieu et sans pudeur. Donc il fit instituer par le pape une aumônerie militaire en règle, avec instruction religieuse, préparation des soldats à la réception des sacrements, messe dominicale obligatoire et retraite annuelle. Le résultat dépassa les espérances. Dans cette année de soldats chrétiens, la moralité s'éleva avec la plus exquise délicatesse. Tout cela est possible. Ensuite, restait à créer des magistrats pour compléter la série des agents civilisateurs. Les codes étaient incomplets ou injustes. Eh bien, García Moreno entreprit la tâche immense de les conformer aux droits naturels et canoniques, aidé en cela par les évêques. Le Congrès ne recula pas devant une révision générale du Code. Épuré, complété, on n'avait pas tenu compte, tant pour endiguer le flot révolutionnaire que pour réprimer les désordres moraux, ce principe si bien formulé par Donoso Cortés, que plus le thermomètre de la conscience descend, plus le thermomètre de la répression doit monter, sous peine de voir la société tomber dans un déluge de crimes. Sous l'inspiration de García Moreno, le Congrès adapte le code pénal à l'état du monde moderne en introduisant des peines sévères contre les blasphémateurs, les ivrognes, les concubinaires, les débauchés, en général contre tous ceux dont la conduite portait atteinte à l'ordre et à la moralité. Il fit modifier les articles des fameuses circonstances atténuantes qui si souvent assuraient l'impunité aux criminels. Vint ensuite l'épuration des juges, car comme il le déclara au Congrès, il l'avait déclaré au Congrès en 1861, souvenez-vous qu'il n'y a point de liberté là où il n'y a pas de justice. Il exigea des candidats au grade une étude sérieuse du droit. La faveur et l'argent cessèrent d'exercer leur influence sur les examens, ce qui mit en fuite, évidemment, la multitude des paresseux et des vicieux. García Moreno assistait lui-même aux examens. Il posait des questions aux candidats. Le gouvernement intervint dans la nomination des juges, exclusivement réservés jusque-là au corps législatif, ce qui permit d'écarter les indignes et les incapables. Il exigea des magistrats l'intégrité professionnelle, une conduite morale sans reproche, parce que la réforme des lois et de la magistrature devait aboutir à la réforme des mœurs. Et grâce aux nouvelles dispositions du Code, le gouvernement peut extirper des villes la prostitution, le concubinage, l'ivrognerie. À propos des concubinaires, avant de les livrer aux juges, le président les faisait comparaître en sa présence. Il leur reprochait leur conduite. Il les mettait en demeure de choisir entre le mariage et la séparation. Vous êtes libre de vous perdre, disait-il.
mais non de scandaliser le public par vos désordres. Pour les filles de mauvaise vie, elle fut internée dans des maisons de correction. Et enfin, pour remédier à l'ivrognerie, outre les amendes pour les cabaretiers complices, il créa des hospices, des asiles, pour soumettre ces ivrognes à un régime hygiénique et à des exercices de travail agricole. Pour l'instruction publique, avant Garcia Moreno, cette instruction publique n'existait qu'à l'état rudimentaire. Du temps d'Urbina, par exemple, l'unique collège de la capitale fut transformé en caserne. L'unique collège. Avec Garcia Moreno, une tâche gigantesque a été accomplie, mais à travers un tas d'obstacles. Pour relever le niveau intellectuel et moral du peuple, il va travailler d'abord à réformer l'école primaire. Et pour cela, il fait appel à différentes congrégations qu'il va installer dans les grandes villes pour y fonder des écoles libres et gratuites, et non pas laïques. Désirant pourvoir donc à l'éducation de 200 000 enfants, une loi fut votée par le Congrès pour réveiller les plus indolents. École obligatoire pour les enfants, non pas à 3 ans, mais de 8 ans à 12 ans. Amende et privation de droits civiques pour les parents récalcitrants. Comme on n'avait point de maître, Garcia Moreno fit appel aux frères des écoles chrétiennes qui vinrent de France. Puis, il créa une école de maîtres laïcs, profondément chrétiens, qui, formés aux méthodes des frères des écoles chrétiennes, devinrent leurs collaborateurs dans les campagnes les plus reculées. Et c'est ainsi que, de 200 en 1869, les écoles primaires passèrent à 500 en 1875. La progression des élèves suivant la même proportion, avant Garcia Moreno 8 000, après sa première présidence 13 000, et en 1875 32 000. Le nombre de filles fréquentant ces écoles étant de 3/4 inférieur aux garçons, non pas par mépris pour les filles, mais parce qu'il n'y avait pas de maîtresse, pas de locaux, et surtout en raison des difficultés pour les petites filles d'aborder les écoles. La population, il faut savoir qu'elle était disséminée à travers les campagnes, les montagnes, dans des plaines ou des gorges accidentées avec des sentiers étroits et tortueux. Les garçons pouvaient le faire, les filles non. Garcia Moreno étudia donc le moyen de vaincre ces difficultés naturelles. Aucune classe de la population fut exclue du bienfait de l'éducation. Garcia Moreno va créer des écoles spéciales à l'usage des pauvres indigènes, qui représentaient un tiers de la population. Le programme des études adopté fut celui des congrégations religieuses. Si l'instruction primaire élève les masses populaires, c'est l'instruction secondaire qui forme les élites, qui forme les classes dirigeantes et qui, par là même, exerce une plus grande influence sur les destinées d'une nation. Donc, Garcia Moreno va faire appel aux jésuites pour plus de 1000 élèves, presque toutes les provinces ayant leur collège. Une école professionnelle sera créée, dirigée par des frères venus de New York, sous le nom de protectorat catholique. En formant des artisans indigènes, Garcia Moreno évitait ainsi à ses compatriotes des frais de transport qui doublaient et même triplaient parfois le prix des objets importés. Un enseignement technique de même nature pour les jeunes filles fut confié aux Sœurs de la Providence de Belgique. Passionné qu'il était pour les hautes sciences, et il était passionné pour la chimie. Garcia Moreno était passionné pour la chimie. Donc, passionné qu'il était pour les hautes sciences, il rêvait à la création, dans les montagnes, d'un enseignement supérieur scientifique. On se souvient que son premier acte en reprenant le pouvoir avait été de dissoudre l'antique université de Quito. Il fonde alors une université vraiment catholique de droit, dont il confia l'enseignement aux jésuites. Quant à la faculté de sciences, pour trouver un corps professoral à la hauteur des progrès modernes et se procurer l'appareil instrumental nécessaire, il fait appel aux jésuites allemands et il leur demande des chimistes, des physiciens, du matériel, etc. Et il organise cette école sous le nom d'école polytechnique. Garcia Moreno ouvre de larges crédits pour acheter, importer les objets nécessaires
à l'enseignement, et c'est ainsi que l'université va se doter de cabinets de physique et de chimie. Tout cela ne va pas se réaliser sans opposition. Des ignorants, des agriculteurs et commerçants, des économistes, des libéraux envieux qui rugissaient de voir au gouvernail un homme dont la gloire éclipsait leur ambitieuse nullité. Ah, vous me garottez 10 minutes là. Garcia Moreno se félicita de trouver les jeunes gens de l'école aussi fermes dans la foi que dans la science. Ainsi, ces étudiants qui, foulant aux pieds tout respect humain, se constituèrent en congrégation de la Sainte Vierge. La faculté des sciences va donner naissance à la faculté de médecine, puis une académie des beaux-arts, un conservatoire national de musique, un observatoire international dans les environs de Quito. Beaucoup s'imaginent que le révolutionnaire est nécessairement un progressiste et le catholique un rétrograde. Or, quand on voit l'œuvre de Garcia Moreno, que constate-t-on? D'abord qu'en un demi-siècle, la Révolution n'a rien su fonder à l'Équateur, ni instruction primaire, ni instruction secondaire, ni enseignement supérieur, et qu'ensuite, qu'en 6 ans, Garcia Moreno a fait passer sous ce triple rapport des plus profondes ténèbres à la plus resplendissante lumière. Le nom de Garcia Moreno protestera éternellement contre ce mensonge devenu presque un axiome historique. L'Église arrête le progrès des sciences et la Révolution le favorise. Les œuvres de charité. Alors, les œuvres de charité, je suis obligé de passer là-dessus parce que je n'aurai pas le temps. Les missions également. Je passe aux œuvres des finances. L'Équateur avait vécu de tout temps dans la pauvreté. Alors oui, à propos des œuvres de charité, c'est toutes les œuvres de charité que Garcia Moreno va développer, ainsi que les missions, notamment dans les parties les plus reculées de l'Équateur. Par exemple, après une mission prêchée à Quito par les rédemptoristes, il écrit à un ami « Dieu nous bénit, car le pays progresse véritablement. Partout se manifeste la réforme des mœurs, grâce aux jésuites, aux dominicains, aux rédemptoristes. » Il y en a pour tout le monde. Les capucins, je pense qu'ils étaient dedans aussi. Hein. Incalculable est le nombre de ceux qui, durant le carême, se sont régénérés par la pénitence. Dans notre jeunesse, on comptait ceux qui remplissaient leurs devoirs religieux. Aujourd'hui, on compte ceux qui les négligent. Alors, travaux et finances. L'Équateur avait vécu de tout temps dans la pauvreté. Ce peuple végétait dans la misère, à cause certes de l'indigence des habitants, mais aussi parce que jamais le gouvernement ne s'était préoccupé de les stimuler au travail. Donc les révolutionnaires avaient réalisé de zèle pour s'engraisser des sueurs de l'ouvrier. Et puis, si l'agriculture et l'industrie ne pouvaient prospérer, c'était en raison de l'absence de voies de communication et par suite, impossibilité des échanges et des transports. Le cacao, par exemple, qui était l'article principal d'exportation, se vendait à prix très bas et la production excédant la consommation, les terrains restaient incultes. Pour tirer son pays donc de cet état de prostration, Garcia Moreno va entreprendre, on l'avait vu lors de sa première présidence, la réalisation d'une voie carrossable de Quito à Guayaquil, malgré les accusations lancées contre lui de rêveur, de maniaque et de dépensier. C'était un travail d'Hercule. Par endroits, il fallait franchir des cols à 4 ou 5 000 mètres, puis des terrains bas et marécageux. Il s'affronta également à l'égoïsme de grands propriétaires dont la route devait traverser leurs riches haciendas, leurs riches propriétés agricoles. Durant 10 ans, des milliers de travailleurs, divisés en équipes, furent employés à sillonner bois et montagnes, accompagnés d'un médecin, d'un prêtre, pour faire avec eux la prière du matin et du soir. L'ouvrier recevait régulièrement son salaire. 250 km de route avec 100 ponts et 400 viaducs, plus une voie ferrée de 40 km.
Le 23 avril 1873, à Quito, la Compagnie générale des transports inaugure sur la route nationale 2 diligences nouvellement construites, bénites au milieu d'une foule immense par l'archevêque sur la place de la cathédrale. Il entreprit également la construction de nouveaux ports, et ainsi García Moreno avait doté sa patrie d'une source éternellement féconde de richesse et de progrès. Déjà, l'agriculture et l'industrie, trouvant des débouchés, donnaient naissance au commerce. Enfin, il faut mentionner la transformation complète de la capitale, 80 000 âmes, qui n'avaient pas de voie carrossable. García Moreno, où trouvait-il l'argent? Pas chez Rothschild, ni dans les réserves laissées par ses prédécesseurs, ni dans la caisse des banquiers. En 10 ans, les œuvres de bienfaisance et d'instruction jointes aux travaux publics absorbèrent pour la part afférente à l'État une somme considérable. En 1875, il annonçait pour 1876 l'extinction de la dette publique. De plus, il augmenta d'1 tiers le traitement de tous les employés. Le mot de l'énigme, où est-il? Il ne fut pas dans un accroissement progressif des impôts directs et indirects. Ce secret de remplir les coffres de l'État en vidant les poches des contribuables est à peu près le seul que connaît, j'allais dire son nom, mais à peu près le seul que connaissent les libéraux en matière en matière de finances, vous avez deviné. Toute la science économique de García Moreno se trouve donc dans la devise du maître que García Moreno avait fait sienne: chercher le royaume de Dieu et sa justice, et le reste, c'est-à-dire la félicité temporelle, vous viendra par surcroît. Maxime qui pourrait se traduire par celle d'un illustre économiste: faites-moi de la bonne politique et je vous ferai de bonnes finances. La bonne politique, c'est la politique chrétienne de la justice. Et depuis, le premier moyen employé par García Moreno pour relever ses finances fut de clore l'ère des révolutions qui avait coûté très cher au pays pour qu'il soit protégé. L'ordre n'étant plus troublé pendant cette seconde présidence, il put économiser les frais de répression. De même, pas un centime ne fut dépensé en 6 ans en frais de guerre, grâce à une politique qui visait à vivre en paix avec ses voisins. Enfin, l'établissement d'une Cour des comptes mit un terme aux filouteries. Il réforma le code financier de manière à répartir l'impôt entre tous les citoyens avec plus d'équité, et avec l'ordre reparut la confiance, et avec la confiance l'activité. Un catholique, un ennemi acharné des doctrines antichrétiennes et antisociales des matérialistes, seul en 6 ans, grâce à sa politique chrétienne, tira l'Équateur de l'abîme du déficit et de la banqueroute, creusé sous ses pas, puis le lança dans une voie de gloire et de prospérité inconnue jusqu'ici aux républiques américaines. Je ne pourrais terminer sans signaler, en 1873, un acte grandiose qui va immortaliser la mémoire de García Moreno. Ayant une grande dévotion au Sacré-Cœur, un de ses amis lui suggéra de consacrer l'Équateur par un décret officiel au Sacré-Cœur de Jésus. Mais pour offrir et consacrer l'Équateur au Dieu de toute sainteté, il se demandait si on avait suffisamment moralisé les masses, si on avait suffisamment purifié le foyer domestique, si on avait suffisamment restauré la justice, si on avait suffisamment ramené la paix dans les familles, la concorde parmi les citoyens et la ferveur dans le temple, pour présenter au Sacré-Cœur une offrande moins indigne de lui. Le 3e concile de Quito, coïncidant avec la réunion du Congrès, García Moreno présenta aux évêques le projet. Tellement enthousiastes, les évêques transformèrent sur l'invitation de García Moreno le projet en décret conciliaire, rendu le 13 avril 1873. García Moreno invita les chambres à un décret similaire, afin d'unir l'État à l'Église dans cet acte solennel. Voici ces termes: considérant que cet acte, le plus efficace pour conserver la foi, est encore le meilleur moyen d'assurer le progrès
et la prospérité de l'État, le Congrès décrète que la République, désormais consacrée au Sacré-Cœur de Jésus, l'adopte pour son patron et protecteur. Le Congrès vota cet acte sans discussion et à l'unanimité. Quelque temps après, eut lieu la cérémonie solennelle en la cathédrale. Et le même jour, à la même heure, dans toutes les églises de la République. L'archevêque prononça la consécration au nom de l'Église. Garcia Moreno répéta la formule au nom de l'État. Le règne de Dieu dans les âmes, telle était l'idée fixe de Garcia Moreno. L'ambition de son noble cœur est le modèle de ses actes privés et publics. Son zèle lui suggéra les moyens les plus ingénieux, les plus simples pour gagner une âme à Jésus-Christ. Se trouvant un jour au milieu d'ouvriers irlandais qu'il avait fait venir des États-Unis pour établir une scierie mécanique, il interrogea les ouvriers lors d'un repas champêtre avec eux. Il les interrogea sur les habitudes religieuses de leur pays, l'Irlande, et leur demanda s'ils connaissaient des cantiques à la Sainte Vierge. Les Irlandais se mirent à chanter avec entrain. On aime bien la Sainte Vierge dans notre pays. Oui, nous l'aimons de tout notre cœur. Et Garcia Moreno de dire, eh bien mes enfants, mettons-nous à genoux et récitons le chapelet pour que vous persévériez à aimer et à servir Dieu. Et tous ensemble, agenouillés près du président, les larmes dans les yeux, ils récitèrent pieusement le chapelet. Les actes de Garcia Moreno, il faut les juger, non pas des bas-fonds où s'agitent les passions politiques, mais du point de vue où ce grand chrétien s'est placé lui-même avant d'agir, c'est-à-dire des hauteurs de la foi et de la charité. Je termine. En 1871 et 1873, le Congrès se réunit pour aider le gouvernement dans ses travaux. Députés et sénateurs, unis d'esprit et de cœur au président, examinaient consciencieusement les projets de loi soumis à leur délibération, ne consultant dans leur vote que le bien public et non pas le criminel désir d'assurer le triomphe d'un parti ou de faire échec au gouvernement. Cette harmonie des pouvoirs, phénomène inconnu et donc unique des républiques, jetait le peuple dans une sorte de ravissement. Au cours de 1874, la question de l'élection présidentielle vint de nouveau passionner les esprits. Elle devait avoir lieu en mai 1875, deuxième mandat de Garcia Moreno. Or, on disait tout haut que la gratitude, autant que la nécessité, imposait la réélection. C'est sagesse, car Garcia Moreno pouvait ainsi terminer ses œuvres et en finir une bonne fois avec la Révolution. Et tous en convenaient. Les libéraux radicaux espéraient prendre alors leur revanche. Ils présentèrent, pour ne pas trop choquer le peuple, le catholique Borrero, encore lui, champion du libéralisme et antagoniste attitré de l'autoritaire, entre guillemets, Garcia Moreno. On avait là donc deux hommes, l'un catholique intégral, l'autre catholique libéral. L'union était impossible, et elle est impossible. On proposa à Garcia Moreno la fusion des partis. Il répondit, j'ai dit, dès 1861, que la lutte entre le bien et le mal est éternelle. Par conséquent, la cause que nous soutenons, la cause du bien, de la religion, nous ne pouvons l'amalgamer avec celle de nos adversaires. Laissez donc là toute idée de confusion ou de fusion des partis. Des pamphlets se multiplièrent contre le tyran appuyé sur l'Église pour écraser tous les hommes libres. Garcia Moreno les supporta avec patience, sans se dissimuler que sa retraite pouvait mettre en péril les institutions de l'Équateur. Il comptait sur Dieu cependant et sur le peuple, et au besoin sur son épée pour le défendre. À un moment donné, Garcia Moreno fut averti qu'un coup d'État était en préparation avec le colonel Polanco.
le gouvernement le destitua sur le champ et mit en état de siège les provinces de Cuenca et Guayaquil où se tramait la conjuration. 50 jours d'état de siège suffirent pour calmer la secte libérale. L'élection se fit dans le calme et c'est García Moreno qui fut élu pour un 3e mandat. Un 2e de 6 ans, le premier ayant été de 4 ans. Alors, les radicaux préparèrent leurs revolvers et leurs poignards. Il fallait écraser l'infâme. Les loges maçonniques avaient longtemps dissimulé leur participation secrète dans les diverses conjurations. Tout bon franc-maçon ne pouvait que se considérer comme ennemi de García Moreno. Le Concordat de 1862, en répudiant le libéralisme, brisa dans les mains de la maçonnerie son grand moyen d'action. La Constitution de 1869 osa la proscrire comme un fléau public. La protestation de 1874, dont je n'ai pas pu parler par faute de temps, la protestation de 1874 contre l'invasion de Rome par Victor Emmanuel, le seul chef d'État du monde à avoir soutenu le pape, cloua au pilori à la face du monde l'exécuteur de ses hautes œuvres. Et la consécration au Sacré-Cœur, c'en était trop. C'était trop pour la franc-maçonnerie. Il y eut donc une inondation de pamphlets, un déchaînement des plumes de la franc-maçonnerie contre García Moreno, en France y compris. Des provocations incessantes à l'assassinat. Les bruits d'un assassinat prochain prirent tellement de consistance que ses amis exposèrent à García Moreno leurs craintes. Il répondit « Depuis longtemps, il m'aurait rendu fou, leur dit-il, si j'avais attaché la moindre importance à leurs intrigues. » À peine réélu, il combina des plans nouveaux, cherchant les moyens d'utiliser cette 3e présidence pour le bien public. Et il explique à un de ses amis « Ma première présidence eut un caractère de réaction contre les maux qui accablaient la patrie, nécessitant quelquefois, à ma grande douleur, l'usage de la violence pour les extirper. La 2e présidence que j'achève, consacrée tout entière à l'organisation du pays, n'a plus requis les moyens violents. Si la divine providence n'en dispose pas autrement, la 3e période sera une période de consolidation. Et Dieu en disposa autrement. On apprit, par des faits précis, que la franc-maçonnerie exécuterait à bref délai la sentence portée par les hautes loges. De plus, García Moreno venait de révoquer le consul d'Équateur à Bruxelles, après avoir appris de sources sûres qu'il appartenait à la franc-maçonnerie. La conjuration s'ourdissait avec à la tête Polanco, Moncayo et Campuzano, liés au conspirateur Roberto Andrade, qui avait dessiné sur une page de son portefeuille le portrait de García Moreno assassiné et du père Terenziani décapité. Et enfin venait Rayo, l'assassin, un peu rayé sur les bords, évidemment. Rayo portait bien son nom. Dans ces lugubres circonstances, García Moreno écrivit une dernière lettre au pape, l'informant que sa nouvelle période présidentielle de 6 ans commencerait le 30 août, lui demandant force et lumière pour rester, dit-il, écrivait-il, à jamais le fils dévoué de notre Rédempteur. Quel grand bonheur, si votre bénédiction m'obtenait du ciel la grâce de verser mon sang pour celui qui, étant Dieu, a voulu verser le sien pour moi sur la croix. García Moreno répondait à ceux qui le mettaient en garde, « Les ennemis de Dieu et de l'Église peuvent me tuer, Dios no muere, Dieu ne meurt pas. » On remarqua qu'il passa en prière une partie de la nuit. C'était le 5 août. Le lendemain, 6 août, il assista comme d'habitude à la messe à 6 heures du matin. Messe tous les jours à laquelle il assistait, sans compter la méditation quotidienne. Vous le verrez dans le petit ouvrage que je vous ai écrit pour vous. Il communia sans doute en viatique et prolongea son action de grâce jusqu'à 8 heures.
Vers 13 h, il se rend au palais du gouvernement après avoir mis la dernière main à un message. Avant d'entrer au palais, il veut adorer le Saint-Sacrement exposé dans la cathédrale. Il y resta si longtemps que Rayo, impatienté d'un retard qui pouvait mettre échec à son coup, fit dire au président par un de ses complices qu'on l'attendait pour une affaire urgente. Garcia Moreno se leva aussitôt, sortit d'église, et à peine avait-il fait 6 ou 7 pas que Rayo lui asséna un coup terrible de couteau sur l'épaule. Les autres insurgés déchargèrent sur lui leurs revolvers. Rayo lui taillada ensuite le bras gauche, lui coupant presque entièrement la main. Une seconde décharge le plaqua au sol. Rayo se précipita pour l'achever en lui labourant la tête au cri de « Meurs, bourreau de la liberté !» Et Garcia Moreno eut le temps de dire « Dios no muere ». L'extrême onction lui fut donnée et il expia un quart d'heure après. Pourquoi Dieu a-t-il laissé couler le sang de ce serviteur sans égal? Eh bien, la réponse, c'est que Dieu se plaît surtout à glorifier ceux qui ont toujours confessé la vérité. Or, la suprême gloire, c'est de sceller de son sang cette vérité qu'on a défendue par ses paroles et par ses actes. Quant au monde, si Dieu lui enlève ses libérateurs, c'est que trop souvent le monde ne s'en montre pas digne. Combien de chrétiens, combien de catholiques ont repoussé Garcia Moreno au nom du libéralisme? Et quant au peuple si dévoué à Garcia Moreno, et à nous, ne l'oublions pas, le sang des martyrs, c'est une semence de chrétiens. Les funérailles eurent lieu le 9 août. À noter que le 6 août, c'est la fête de la transfiguration de notre Seigneur, qui a quand même tout un symbole. Sur le catafalque étaient inscrits ces mots « Au régénérateur de la patrie, à l'invincible défenseur de la foi catholique ». Et le père Berthe termine son ouvrage par ce souhait qui, je l'espère, sera le nôtre. Puisse la France, en arrêtant son regard sur ce nouveau peuple du Christ, se rappeler aussi qu'elle fut autrefois la nation très chrétienne, et comprendre que pour sortir de l'abîme où la Révolution l'a plongé, il lui faut un Garcia Moreno. Et moi d'ajouter, peut-être se retrouvera-t-il parmi vous, au moins un dans nos communes. Merci de votre attention.